Et salam alaikum, dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment on va investir halal en France. Tu vas voir, c'est pas si compliqué, donc vraiment reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te partager énormément de choses durant cette vidéo, donc vraiment reste jusqu'à la fin, c'est gagnant pour toi. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner, à laisser la petite cloche et à mettre un like, ça te soutient et puis c'est toujours cool d'avoir ce petit soutien en fait sur les vidéos, ok? Donc c'est top, on va commencer. Donc en fait, l'investissement halal, en tout cas, même l'investissement en général, ça va se décomposer en deux grandes catégories. Donc, il va y avoir tes finances personnelles et ensuite, il va y avoir tes investissements. Et dans ces deux grandes catégories, il y a pas mal de choses qu'il faut apprendre à faire et pas mal de choses qu'il faut faire parce que c'est ultra important de les faire. Étant donné que si tu les fais pas, bah, sur le long terme, en fait, tu vas perdre plus d'argent que tu vas en gagner. Moi, j'abuse peut-être un petit peu, mais tu vois le principe, en fait, tu vas perdre de l'argent sur le long terme, étant donné que là, on parle d'argent, on parle de gestion patrimoniale. Ça veut dire que demain, si jamais tu fais des erreurs au niveau de tes finances personnelles ou alors de tes investissements, soit c'est un manque d'opportunités que tu vas avoir. Par exemple, je parle dans le cas des finances personnelles, ou alors au niveau des investissements, ça va être littéralement, tu vas perdre un petit peu d'argent, étant donné que tu n'auras pas les connaissances nécessaires. Étant donné que le manque de connaissances en finance est directement lié au prix que tu vas payer les produits que tu vas acheter. J'espère que c'était clair, mais enfin bref, de toute façon, tu pourras regarder, j'ai fait plein de vidéos sur les frais, ce que les sociétés d'investissement, etc. te prennent. Donc, si jamais tu veux avoir une vue globale sur les frais, je t'invite à regarder mes anciennes vidéos, ça va pas être le but de celle-ci, ok? Donc voilà. On va commencer avec les finances personnelles. Donc d'abord, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on est sur du long terme, ok? On va pas essayer de chercher sur du 2 ans, du 3 ans. On peut aller éventuellement chercher sur du 5 à 7 ans, ce qui peut être, ou de 3 à 7 ans plutôt, ce qui peut être une très bonne stratégie. Maintenant, il faut voir les objectifs et la capacité d'épargne également. Tu vois, quelqu'un qui a moins de 10 000 euros de côté, ça sert à rien qu'il aille sur du 3 à 7 ans. Il a pas assez, ça va pas être intéressant pour lui. C'est pas quelque chose qu'il va essayer d'aller chercher. Ok. Maintenant, quelqu'un qui a, 5 000, 10 000, 20 000 euros de côté, ça peut être intéressant d'aller sur du moyen terme, c'est-à-dire d'aller sur du 3 à 7 ans pour des objectifs type la hijra, que par exemple j'ai déjà accompagné des clients justement pour qu'ils fassent la hijra grâce à l'investissement. Donc c'est des objectifs qui sont totalement possibles. Maintenant, faut avoir les moyens financiers de pouvoir justement soutenir l'épargne mensuelle pour mettre justement pour sa hijra. Ok. Mais voilà, aujourd'hui, du coup, on va parler vraiment du long terme parce que c'est vraiment le cas de la plupart des gens. La plupart des gens, de toute façon, ils ne veulent pas baser sur les investissements pour faire, par exemple, une expatriation ou quoi, mais ils se basent grâce aux investissements pour pouvoir avoir une sécurité financière, pour pouvoir avoir quelque chose sur le côté pour une retraite, etc. Donc, c'est vraiment ça que la plupart des personnes cherchent et heureusement, tu vois, parce que c'est vraiment le but de l'investissement. C'est pas de faire de l'argent rapidement. Si tu veux faire de l'argent rapidement, tu trouves un complément de revenu, tu fais X, TCTC, en fait. Il y en a plein, il y a plein de méthodes pour faire de l'argent assez rapidement. Après, bien sûr, faut pas tomber dans des arnaques, faut pas tomber dans des choses haram, mais bon, ça après, c'est une autre histoire encore une fois. Alors bref, du coup, première leçon justement en finance personnelle, c'est que il faut que tu te payes, ok? Donc, et je te dis pas ça de te payer une fois tous les 3 mois, non, faut que ce soit régulier. Pourquoi? Parce que, par exemple, on va prendre l'exemple de la salle. Demain, si tu vas à la salle une fois par semaine, tu vas pas avoir des gains énormes, tu vois, tu vas pas avoir si tu vas à la salle une fois que tu fais un curl biceps et que tu espères avoir des bras immenses, c'est pas comme ça que ça marche. Et en investissement, en finance personnelle en tout cas, ça va être exactement la même chose. Ça veut dire qu'il faut miser sur le long terme. Ça veut dire que demain tu peux épargner 200 euros par mois, c'est très bien, ok. Tu pourras même augmenter cette épargne-là si jamais t'optimiser tes dépenses ou alors te trouver un complément de revenu, mais enfin bref, t'épargnes 200 euros par mois, mais voilà, il faut le faire tous les mois. Tu vois, il n'y a pas un mois où tu le fais pas pour X ou Y raison. Il faut vraiment le faire tous les mois et c'est vraiment ça, cette régularité qui va faire que tu gagnes dans la vie. Et de toute façon, dans tous les domaines de la vie, si jamais t'es régulier dans littéralement tout ce que tu fais, il y a aucune raison que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. C'est assez évident. Ok. Donc voilà, du coup, la régularité, c'est ultra important et il faut que tu te payes d'abord, du coup, avec ce que je disais, ton épargne. Donc, en fait, se payer d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir au minimum déjà 10% de ton salaire qui va pour toi, c'est-à-dire pour ton épargne. Et si jamais tu ne peux pas épargner 10% de ton salaire, c'est qu'il y a un vrai problème au niveau de ce que tu gagnes et qu'il faut augmenter tes revenus ou alors baisser ton niveau de vie. Et donc, c'est que uniquement ces deux facteurs-là qui va faire que tu vas avoir de l'argent disponible. Soit tu augmentes tes revenus ou soit tu baisses justement ton niveau de vie. Et c'est ultra important de le faire si jamais justement tu peux pas épargner parce que c'est vraiment littéralement ton avenir financier qui en dépend. Et après, voilà, faut trouver des moyens. Après, ça va être un problème qu'il faudra régler.
Et c'est un problème qui va être assez compliqué à régler, je vais pas te le mentir, mais une fois que tu l'auras réglé, tu verras que ta vie va radicalement changer et tu verras plus les choses de la même manière. Donc, si jamais tu es dans cette situation, moi, je t'invite vraiment à faire ça. Mais dans tous les cas, la plupart des gens, 99% des gens, peuvent épargner 10% de leur salaire. Ça, c'est une certitude. Donc, si jamais tu peux épargner au minimum 10% de ce que tu gagnes, ben en fait, le mieux, ça serait d'augmenter cette épargne de 10% tous les 3 à 6 mois. Et en fait, ça va augmenter ton épargne et puis en même temps, toi, ça va te forcer justement à trouver d'autres sources de revenus pour pouvoir justement toujours soutenir le fait d'augmenter l'épargne que tu mets mensuellement. Et c'est un petit jeu que j'ai vu dans une formation que j'avais pris, je sais plus, c'était il y a très longtemps. Enfin bref. Et justement, j'ai trouvé ça excellent en fait. Ça permet de faire un jeu comme ça et ça te permet d'augmenter ton épargne en même temps. Et en même temps, ça gamifie un petit peu le sujet des finances personnelles et c'est trop bien. Et donc forcément, ça te permet de tenir et d'avoir une vraie rigueur quant à ce dernier, parce que au final, tu vois l'évolution toi, parce que tu vois que tu épargnes beaucoup plus, tu vois que il y a plus sur le compte d'investissement, tu vois que c'est beaucoup mieux en fait dans tous les cas. Donc voilà, en fait les deux sujets principaux, si jamais tu devrais garder à l'esprit un 80-20, donc je pense que tu connais la loi de Pareto, 80-20, de l'investissement, c'est vraiment ça. De la finance personnelle, pardon, c'est vraiment ça, c'est combien tu épargnes et combien tu peux épargner et la régularité avec laquelle tu épargnes, ok? Parce qu'après le reste, ça va être extrêmement important bien sûr, mais c'est vraiment les deux leviers qui sont le plus importants, c'est combien tu épargnes finalement, parce que tout ce qui va être autour de la finance personnelle, ça va vraiment aussi, en fait, ça va influer sur ta capacité d'épargne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, moi je prends un exemple tout bête, je sais pas moi, la dette, par exemple, c'est un des sujets en finance personnelle, le DTI, ce qu'on appelle le debt to income, donc c'est un ratio au niveau de tes finances personnelles qui va te dire si jamais combien en fait tu peux avoir de dette sur comparé à ton revenu. Alors pour le musulman c'est vraiment 0%, même si c'est de la dette halal. Dans tous les cas, la dette c'est pas bien, mais bon, bref, on va pas aller sur ce sujet-là, c'est pas le sujet de la vidéo. Et voilà, par exemple là demain, si jamais du coup on essaie, pour te dire un petit peu un ordre d'idée, un bon DTI c'est inférieur à 10% et un DTI optimal mais vraiment trop bien, c'est à ça, c'est 0%. C'est vraiment ne pas avoir de dette du tout, c'est l'optimal et c'est le mieux en fait pour ses finances personnelles. Donc au niveau de son DTI, pourquoi on veut un DTI de 0? Parce que au final ce que tu vas sortir de ta poche pour tes dépenses obligatoires, du coup, parce que la dette, c'est une dépense obligatoire, pardon, l'argent que tu vas sortir pour cette dépense obligatoire, en fait, elle va pouvoir être utilisée pour de l'épargne, parce que cette dépense obligatoire, tu n'en as plus besoin, et donc tu vas pouvoir la mettre pour de l'épargne. Et sauf qu'en fait, le truc qui est assez bête avec la dette, c'est qu'en fait, la dette, c'est un pourcentage. Donc la dette, par exemple, elle est à 5% d'intérêt, plutôt 10, ça dépend, mais généralement quand tu as une dette consommateur, c'est plutôt du 17% par an. Enfin bref, et si jamais par exemple tu as une dette à 17% par an, en fait, il y a ce qu'on appelle les principes d'intérêt composé, donc le principe fondamental en finance, et donc en fait tu t'es amené à payer mais genre 2 fois la somme de base que tu avais emprunté, et donc c'est pour ça aussi que c'est très mauvais d'avoir une dette à la conso, et au final ça bouffe littéralement ton argent sans que toi tu le remarques. Et je crois que la dette consommateur, le crédit conso moyen, pardon, le crédit conso moyen en France c'est de 15 000 € par tête en moyenne. Donc c'est énorme, c'est beaucoup, on se rend pas compte, mais là tu vas dans la rue, il y en a forcément un ou deux qui ont plusieurs milliers d'euros de crédit conso, ok? Donc c'est assez fou quand tu y penses. Voilà, et du coup le 80-20 de l'investissement, de la finance personnelle, pardon, c'est vraiment être l'épargne, combien tu vas épargner, et le fait que tu sois régulier avec cette épargne, ok? Donc ça c'est vraiment le plus important en finance personnelle. Je veux vraiment que tu gardes ça en tête et que tu commences à le mettre en application dans tes finances. Si là aujourd'hui tu n'épargnes 0% de ce que tu gagnes, fais ce que je t'ai dit, mets 10% de ton salaire, ok, et tu le mets en virement automatique. Comme ça, tu le vois pas passer. Tu le mets en virement automatique sur, par exemple, un compte d'investissement. Tu crées un compte d'investissement, ou alors tu ouvres un autre compte bancaire. De toute façon, on s'en fiche. Tu ouvres des milliers de comptes bancaires, et en fait, tu le laisses là et tu ne touches pas. Tu le laisses comme s'il n'existait pas. Et tu vas voir que dans ta tête, tu vas pouvoir vivre avec 90% de ton salaire. C'est pas impossible. C'est juste que, en fait, tu as de l'argent sur le compte et tu vas pouvoir le dépenser. En fait, c'est généralement ce que je vois, ce que je remarque avec les clients, etc. Et donc, en fait, si jamais toi, t'as pas besoin de cet argent-là, dans l'optimum, mets-le vite. Enfin, tu fais un virement automatique, tu vas pas le voir passer, t'inquiète. Je te l'assure. Enfin, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui le faisaient ça, et en fait, eux, ils peuvent épargner 50%, ils mettent 50% justement en virement automatique, et en fait, ils peuvent vivre avec 50%, ils se rendaient pas compte. Et donc, en fait, c'est un petit peu un shift, mais faut l'essayer. Je dis pas de faire avec 50% parce que je sais que
c'est énorme. Enfin, la plupart, c'est impossible. Et ouais, commence déjà avec tu as 10%, c'est excellent, c'est très bien. Ok. Donc ensuite, je voulais parler du coup des investissements. Le deuxième facteur justement pour bien investir. Du coup, forcément, forcément, ça va être l'investissement. Donc l'investissement, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. D'abord, premièrement, la base, ça va être les classes d'actifs. Dans quelle classe d'actifs tu vas investir? Donc là, ça va dépendre de pas mal de facteurs. J'ai fait plein de vidéos sur les facteurs tels que les avis juridiques que tu vas choisir, ton profil de risque, ton profil financier, etc. Mais bon, ça après, si jamais, voilà, tu peux un peu le deviner. Mais voilà, vaut mieux que ce soit un professionnel justement qui le fasse à ta place. Ça va être beaucoup plus juste et au moins tu sauras que c'est un vrai truc. Par contre, ne prends surtout pas de professionnels s'il te plaît qui font profil prudent, équilibré et dynamique avec uniquement un portefeuille à chaque fois. Non. Chaque personne est différente, il faut adapter à chaque personne. Voilà, ça c'est des personnes qui sont de la vieille école, ils vont te dire d'investir dans l'or, donc donc le fais pas, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Du coup, on va avoir également tout ce qui va être au niveau des frais d'investissement. Donc, on va avoir les classes d'actifs. Après, on va avoir les véhicules d'investissement. On va plutôt parler des véhicules avant de parler des frais, etc. Parce que c'est plutôt la conséquence justement d'investir dans ce type de véhicule. Via ce type de plateforme aussi, on va aussi parler des plateformes. Donc, on va parler des plateformes et puis également des véhicules d'investissement et des actifs aussi un peu. Enfin, bref, on va voir ça juste après. Donc, on va commencer par les plateformes d'investissement. Donc, une plateforme d'investissement, c'est quoi? C'est un courtier qui va faire l'intermédiaire entre toi et le marché financier, type par exemple Euronext, par exemple. C'est lui qui va faire l'intermédiaire entre ces deux entités-là. Entre toi et justement la place boursière par exemple, si on prend Euronext dans ce cas-là. Et donc en fait justement c'est lui, du coup lui il va prendre une commission forcément sur tes transactions qui va les faire passer, tout simplement parce que c'est un intermédiaire et puis il a le droit de prendre sa commission. Et cette commission-là, je te rassure, elle est halal tant que tu vas pas sur s'il te plaît, ne va jamais sur des brokers CFD bizarres de trading futur, etc. Non, va toujours sur des brokers tangibles, type voilà, Interactive Broker, de Giro, qui font uniquement du trading mais en spot, surtout en spot, et sur des classes d'actifs, des produits financiers qui vont être halal aussi. Si jamais le proposition, ça c'est évident, il faut que tu investisses dans une classe d'actifs, dans un produit financier qui va être halal à l'investissement et pas dans quelque chose qui va être haram intrinsèquement, par exemple les obligations. Si on parle de classe d'actifs, après si on parle d'actifs, ça va être un peu différent. Enfin, bref, mais voilà, il faut que tu investisses dans quelque chose qui va être halal. Et justement, ne va jamais sur des brokers CFD. Je le vois souvent en fait, ouais, mais dans le broker, j'ai vu qu'il y avait des rollover swaps. Oui, mais ça c'est que sur les brokers CFD futurs de trading. Tu veux investir long terme, tu veux pas faire du trading court terme, donc ça ne sert à rien d'aller sur ce type de courtier là, ok? Donc reste bien sur des courtiers bien solides qui proposent du spot, des bons courtiers. Moi, je te donne des noms, par exemple, je t'avais dit Interactive Broker et des Giro, par exemple. C'est très bien. Honnêtement, si tu vas sur ces deux-là, t'as pas besoin d'autres courtiers. Ces deux-là sont très très bien. Donc voilà, juste pour te donner des noms, ces deux-là sont excellents, ok? Et donc justement, ils vont prendre une petite commission sur les frais de transaction justement que tu vas faire. Et donc ça c'est halal parce qu'ils prennent un risque. Bref, on va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Ensuite, on va avoir du coup les produits d'investissement dans lesquels on va investir. Alors, je t'en supplie, si jamais tu as un conseiller patrimonial indépendant, si jamais tu as un conseiller d'investissement même de patrimonial CGP, c'est conseiller en investissement financier, peu importe, de toute façon c'est la même chose, et qui te propose des produits financiers, c'est dans son avantage, ok? Et donc, de toute façon, si jamais tu as envie de développer le sujet, j'ai fait des vidéos comment les professionnels de la finance te volent littéralement. Enfin bref, tu regarderas sur ma chaîne et tu verras les précédentes vidéos. Et voilà, justement, en fait, ces conseillers-là, ils vont pas te dire qu'est-ce qui est le mieux pour toi, ils vont te dire qu'est-ce qui est le mieux pour eux, c'est-à-dire en te proposant les produits financiers qui, eux, leur permettent d'avoir le plus de cashback, enfin de frais de rétrocession et donc de frais en fait globalement au global. Et donc forcément, ça va être beaucoup moins intéressant pour toi, étant donné que au final, toi, tu vas juste te faire, tu seras juste entre justement deux intermédiaires. Et en fait, ils sont juste là pour te mettre un maximum de frais et bouffer ta performance littéralement. Enfin bref. Et si jamais voilà, tu vas avoir des bons frais au niveau de ça, parce que ça a de la conséquence de choisir des bons produits financiers. Et ben il y a typiquement plusieurs types de frais. De toute façon, je vais pas rentrer dans le détail, mais les frais de gestion annuels, ça va être quelque chose. Il faut également regarder la performance d'un investissement, qui va être extrêmement important. De regarder la performance globale de la classe d'actifs parce que sous-jacente, surtout quand tu vas investir dans un produit, par exemple, demain tu vas investir en SCPI, faut que tu regardes le sous-jacent des SCPI, l'immobilier. Ok, l'immobilier, je sais que c'est pas super rentable, ça fait quoi, du 5-6% par an. Oh, bon, c'est pas ouf, ok. Alors que si jamais tu vas sur un ETF action, un ETF du coup, mais bon bref, il y a toujours, après il y a différents types d'ETF, il y a des ETP, des ETC, mais bon bref.
Si dans un ETF, du coup, par exemple, type S&P 500, bah, tu sais qu'il y a 500 entreprises dedans. Donc, la classe d'actifs sous-jacente, ça va être les actions. Et donc, si jamais tu investis en actions, bah, si jamais tu investis dans un ETF, tu vas investir en actions. Et donc, forcément, ça va être beaucoup plus rentable, étant donné que les actions, tu sais que ça a fait entre 8 et 10% sur les 200 dernières années. Donc, forcément, ça va être beaucoup plus rentable que d'investir dans l'immobilier qui, pas forcément, n'est pas, en fait, ça va être la même méthodologie d'investissement, sauf que vu que c'est de l'immobilier, c'est plus sûr, c'est plus sûr dans l'imaginaire collectif. Et en fait, il y a juste plus de compréhension sur ce produit financier, donc forcément, on l'accepte plus facilement, et puis c'est normal. Après, c'est juste comment on est en tant qu'humain, et donc c'est normal. Mais voilà, si jamais tu veux des vrais produits financiers, il faut vraiment comprendre tous les produits justement dans lesquels tu vas investir. Donc typiquement là, les actions, ça va être une très bonne classe d'actifs. Après, il faut regarder bien sûr les frais, parce que bien sûr il y a des ETF qui ont des mauvais frais, et donc il faut regarder un petit peu tout ça. Je te donne un exemple très concret, comme ça au moins tu sais pas avoir. Le HSBC MSCI World Islamic et le HSBC MSCI USA Islamic ont des frais d'entrée de 3% et ensuite des frais de gestion annuels de 0,3%, ce qui n'est pas intéressant en fait pour un investisseur musulman. Donc qui est pas intéressant parce qu'en fait tu vas faire bouffer ta performance, et qu'il y a des par exemple il y a typiquement iShares MSCI World Islamic qui a des frais qui sont très compétitifs parce qu'il a que 0,3% de frais annuels, donc de TER. Et là, donc au final, c'est beaucoup plus intéressant et tu vas faire beaucoup plus de performance en investissant dans le iShare plutôt que dans le HSBC. Alors, même si on peut dire qu'il va être... Alors, le HSBC est accumulating, sauf que ça va pas faire une grande différence au niveau des dividendes. Les 3% de frais vont vraiment manger ta performance d'entrée. 3% de frais d'entrée vont vraiment manger ta performance. Bon, je t'invite à faire des simulations si jamais tu me crois pas sur ChatGPT par exemple ou quoi. Par contre, fais un bon prompt, hein, je t'en prie, parce que sinon il va te raconter n'importe quoi. Voilà, nickel. Du coup, au niveau des produits financiers, on a couvert. Peut-être au niveau des actifs, par exemple, on va parler par exemple des actions. Ça peut être une bonne classe d'actifs si jamais tu fais de l'individuel. Maintenant, il faut avoir une bonne analyse. Par exemple, il faut utiliser son moat qui est extrêmement important en investissement action. C'est l'avantage concurrentiel. C'est ce que Warren Buffett parlait d'avantage concurrentiel. Ok. Et du coup, ça va être extrêmement important de justement faire une bonne due diligence. Si jamais tu veux faire un petit peu plus de stock picking, un petit peu plus d'actifs, en restant dans le passif, bien sûr, en étant semi-passif. Toujours ne jamais faire d'actifs, d'options, de produits dérivés, etc., de trading, parce que c'est pas la manière dont on s'enrichit en fait sur le long terme. C'est pas les clés de la croissance patrimoniale sur le long terme et de manière durable. Ça va être forcément un revenu actif et quelque chose, si jamais tu veux te former, etc. Après, il y a des règles en islam, je vais pas dire que c'est halal parce qu'il y a des règles en islam, c'est haram de trader comme justement les professionnels le font aujourd'hui, avec des CFD, avec des contrats futurs, etc. Et puis même moralement, c'est très 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 limite. Enfin bref, je vais pas rentrer dans ce sujet-là. Tu veux que je fasse une vidéo sur ce sujet, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Mais voilà. À ce niveau-là. Et donc, voilà, au niveau des actifs, pour faire du semi-passif, ce que tu peux faire, c'est investir dans des actions individuelles. Donc, ça peut être pas mal pour ajouter un petit peu de risque, une poche de risque à ton portefeuille. Maintenant, ça te demande un peu plus, ça te demandait un chou plus de gestion, étant donné que tu vas devoir faire une analyse préliminaire pour ensuite la renouveler, une fois par an, une fois par semestre. Ça dépend de toi, de combien de temps déjà tu as disponible à allouer à tes investissements. Et aussi, si jamais t'as envie de... Après, ça dépend aussi, parce que je sais que si jamais, par exemple, tu t'en fais une tous les semestres, ça peut t'influencer sur comment on va évoluer, etc. Moi, je te conseille tous les ans, tu prends 30 minutes, tous les ans, enfin même pas, hein, 30 minutes, c'est un peu beaucoup, tu prends 10 minutes, tu regardes un petit peu ce qui se fait de nouveau sur l'action, et puis voilà. Par contre, ce qu'il faut pas faire, c'est regarder au mois le mois, à la semaine, ou au trimestre, ça va encore, mais c'est quand même limite pour les actions individuelles, ok? Voilà. Après, bien sûr, après il y a d'autres classes d'actifs. Il y a les sous-coups, par exemple, qui va être très intéressant pour pouvoir couvrir ton portefeuille. Donc, c'est typiquement entre guillemets une classe d'actifs dite obligation islamique. Ok. Donc, en gros, ça va juste être une méthode de financement proposée par une entreprise ou un État pour faire financer justement un sous-jacent. Et donc, le sous-jacent là, c'est lui qui va donner les rendements justement de ton coupon du sous-cook comparé à une obligation où ça va être du riba, c'est-à-dire c'est un prêt d'argent, un commerce d'argent. Ok. Donc voilà. Et au niveau des sous-coups, ça permet bien de couvrir ton portefeuille, étant donné que généralement c'est inversement corrélé aux actions, aux classes d'actifs des actions. Donc sur un portefeuille typique, vraiment typique des années 60, le 60-40, du coup c'est excellent parce que du coup tu as 60% en actions qui vont amener la performance et 40% en obligations, du coup en sous-coup dans le cas d'un musulman, qui va justement amener de la stabilité au portefeuille et de la stabilité, c'est très bien, c'est un très bon mot, qui va permettre de lisser un petit peu plus les performances et de
d'enlever un peu de la volatilité. Voilà, c'est surtout ça qui va faire que ça va être moins risqué, c'est que ça va enlever de la volatilité. Et en enlevant de la volatilité, forcément, les variations annuelles du portefeuille vont être beaucoup moindres, et donc ça va faire que le portefeuille va mieux réagir sur du long terme. Donc c'est pour ça que c'est un bon portefeuille. Après voilà, c'est quand même un portefeuille qui est assez ancien. Il y avait pas beaucoup de classes actifs disponibles à l'époque. Il y avait pas les cryptos, il y avait pas les il y avait ça venait d'ouvrir les ETF. Ça faisait une dizaine d'années que c'était ouvert. Même pas, ça faisait même pas en vrai. Années 60, ça fait 5 ans quoi que c'était ouvert les ETF. Enfin bref. On va rentrer dans ce sujet-là, mais voilà, c'est assez ancien le 60-40. Donc voilà, aujourd'hui c'est plus trop utilisé en gestion patrimoniale. C'est vraiment au cas par cas. Enfin, au cas par. Il y a maintenant du coup les profils prudents, voilà, équilibrés, dynamiques. Mais voilà, c'est n'importe quoi. Vaut mieux faire un bon conseiller patrimonial. Il va te faire au cas par cas parce qu'il sait ce qu'il fait. Voilà, tout simplement. J'ai pas peur de le dire. Ok, donc voilà, moi j'en ai fini avec cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin, que tu veux un audit, personnaliser ta situation, une revue de ton patrimoine, une revue de tes finances personnelles, n'importe quoi, ou tu veux discuter de sujets au niveau des investissements, je t'ai mis un lien de réservation en description. Tu peux le rejoindre, tu peux mettre un créneau qui te convient. C'est le premier lien de description, c'est offert. Il n'y a aucun engagement, c'est sans engagement, donc voilà, prends-le. J'ai également un canal WhatsApp si jamais tu veux le rejoindre pour. Je partage des fois un petit peu de valeur justement dedans pour comment investir, etc. Des insights un peu. Donc voilà, celui-là aussi est offert, donc rejoins-le, rien à y gagner à ce que tu le rejoignes. Ok. Donc voilà. Du coup, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.